Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous lisons le livre La ceinture métisse, écrit par John E. Pennzoil. John E. Pennzoil est une autrice canadienne de Thunder Bay en Ontario. Elle a gagné le prix Tiddy et le prix littérature du gouverneur général. Leurs livres sont inspirés par la beau naturel de l'Ontario nord-ouest, en particulièrement presque le lac supérieur. Maintenant, nous commençons. Voici quelques mots importants pour comprendre l'histoire. La ceinture métisse. Le soleil se lève sur Nanabiju, qui dort entendu près de la grand-mère Gichigumi. Nous nous réveillons, ma sœur Isabelle et moi. J'entrevois ma mère parlant du wigwam. Elle et grand-mère préparent notre déjeuner. Sur le feu et les odeurs de la nourriture font gronder mon estomac. Isabelle et moi nous habillons rapidement en faisant attention de ne pas réveiller le bébé qui dort encore sur une chaude peu dure. Au Fort William, de l'autre côté de la rivière, je vois la fumée de plusieurs petits feux qui montent au-dessus de tentes en toit des voyageurs. C'est le temps du rendez-vous, quand les marchands d'hiver, avec leurs paquets de fourrure pagés en canot, décorsent vers le Fort William pour rencontrer le Nord-Ouest, qui vient de Montréal et apporte des provisions. Autour du feu de camp, les voyageurs échangent des récits sur la tempête et le brouillard de Grand Lac. Sur la potagée, les ours et la traversée du lac Winnipeg. Ma mère et moi mettons notre canot à l'eau pour traverser la rivière Kaministikwaya. Je ne suis pas assez fort pour porter 2 ballots de fourrure, mais assez fort pour aider ma mère à manœuvrer notre canot. Un jour, je porterai 3 ballots par-delà portage de la montagne jusqu'aux chutes à Québec, et j'aurai bien des histoires à raconter lorsque j'arriverai au rendez-vous. Mais aujourd'hui, nous travaillons au Fort William. Je salue les 2 voyageurs qui fument leur pipe debout sur la quille, leur ceinture fléchée flottant au vent. Mon père est guide dans un canot du Nord semblable à ceux des 2 voyageurs. Il est parti l'automne dernier pour se rendre par voie d'eau au-delà du lac La Pluie jusqu'au Fort Gibraltar, sur la rivière Rouge. Il peut se rendre aussi loin que la rivière Athabasca. C'est un trajet ardu. Certains ne reviennent pas au rendez-vous. Les hivers sont longs et froids. La nourriture est difficile à trouver et certaines rivières sont sauvages. Mais un jour, je pagerai sur le lac aux nombreuses îles et je verrai la grande plaine où vit le bisson. Je serai alors, moi aussi, un voyageur. Le fort se réveille autour de nous. À la boulangerie, le pain lève et le four est chaud. Ma mère aide à la cuisine et elle dépose le tikinagan du bébé là où elle peut le sauver. Isabelle travaille à l'épicerie. Je vais à la ferme voir s'ils ont des œufs. Le coq se pavane sur la porte de la porcherie et se vend d'une voix forte. Dans la grange, les poules piqueront du mets concassé. Je remplis d'œufs un grand macouk et l'apporte à la cuisine. Isabelle est là aussi avec du beurre et du babel frais pour le cuisinier à faire et ses assistants. Il y aura une grande festin ce soir dans la grande salle alors que de plus en plus d'hommes arrivent pour le rendez-vous. Mon père arrivera peut-être aussi aujourd'hui. Le marteau du forgeron frappait contre l'enclume et je sens le doux parfum de bois fraîchement coupé tandis qu'un menuisier façonne une rondine pour le mur de la palissade. Quelques voyageurs l'aident.
Est-ce que vous voulez aller aux îles? Demande John lorsqu'Isabelle et moi. Nous arrêtons au puits pour boire de l'eau. John est le fils du médecin, et il est plus vieux que moi. Il me regarde, mais je crois que sa question s'adresse à Isabelle. Il y a des lièvres sur les îles Traverses. Il y a longtemps que grand-mère a cuisiné du lièvre. Nous poussons notre canot à la rivière et pageons vers la grande mer. Ce n'est pas loin. Je fais semblant d'être une voyageur, et je pageais fort jusqu'à la petite baie de la plus grande île. Nous sortons notre canot de l'eau et le déposons doucement sur la plage rocheuse. Je vais tendre mes collets du côté le plus éloigné de l'île. La senteur de la terre chaude et de pain embaume l'air alors que j'explore le bois et que j'escalade les imposantes falaises. Du sommet, je peux voir toute l'étendue de la grande baie. Une brigade de canots de Montréal arrive au pied de Nanabijou. J'attends et je surveille. Le canot approche, le voyageur pagé fort. Le ciel est devenu noir derrière moi. De sombres nuages montent du vert inquiétant sur eux. Je sens l'orage qui approche bien avant qu'il ne touche les eaux du lac. Je fais rapidement le tour de mes collègues et je trouve un gros lièvre brun. Je dévale les falaises jusqu'à la plage. Je cherche Isabelle et John, mais je ne les vois pas. À ce moment, l'orage éclate. Les arbres derrière moi gagnent et gémissent de la voix forte et fléchée. Le vent s'abat sur eux jusqu'à ce que leurs troncs plient et cassent. Je trouve refuge derrière les roches de la rive. Au milieu du lac, l'eau tourne en écu. Des vagues vertes glacées se bousculent et tombent les unes sur les autres dans tous les sens. Je les vois s'écraser contre les roches, de la pointe d'un jalissement d'un brume blanc. Il pleut, mais je n'y porte pas attention parce que le vent attrape les vagues, les soulève et les rabat sur moi, trempant tous mes vêtements. Je trébuche sur les rochers autour de l'île. D'ici, je peux voir des canots de voyageurs. Ils sont beaucoup plus près maintenant. Ces hommes ne chantent pas. Le page est fort pour atteindre l'abri de l'île. Au milieu d'un des canots est assis un monsieur qui retire son chapeau en poil de castor. Je grimpe le long de la rive glissant et patauge dans l'eau, espérant attraper le premier canot. Mais je perds pied et tombe. L'eau est si froide. Quand je retrouve mon équilibre, le canot de monsieur est presque au-dessus de moi. Alors, je saisis l'avant et le stabilise. Le canot est quasi rempli d'eau. Les voyageurs sautent et portent le monsieur à terre. Je peux voir maintenant que le fond en écorce de bouleau est déchiré. Les autres canots attendent au large. Ils sont pleins de ballots remplis de couvertures, de colliers, de bibelots, de casseroles et de tabac à échanger avec le autochtone contre de la fourrure. C'est trop rocheux sur la rive de l'île pour que les canots accostent et la tempête apaise déjà. Ils continuent vers le Fort William. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le canot de monsieur ne peut pas aller plus loin. Eh bien, tu es un brave jeune voyageur, dit le monsieur. Il a un fort accent écossais. Je t'engagerai bien, mais je n'ai plus de canot. Je souris presque. Isabelle et John me retrouvent. Ils me cherchaient. Je me tiens droit et grand, indifférent au vent et à la pluie. Nous avons un canot, dis-je. Il est à l'abri dans le baie de l'autre côté de l'île. Nous pouvons vous amener au Fort William. Le vent se calme et la pluie cesse. Ce fut un long trajet pour le monsieur et le Fort William est si près. Je m'assois à l'avant du canot avec le livre à ma pied.
Ma pagée rouge brille en entrant et en sortant de l'eau bleue étincelant. Le monsieur est assis au milieu et le drapeau de la compagnie de Nord-Ouest flotte. John et Isabelle Paget aussi. Les vagues sont encore grosses et nous devons rimer dur pour atteindre l'embouchure de la rivière. En approchant, nous commençons à chanter. En roulant ma boule roulant, en roulant ma boule. Un coup de canon annonce notre arrivée et le son des cornemuses nous accueille. Mais avant d'entendre le cri, j'entends notre chanson en écho. Roulis, roulant, ma boule roulant, en roulant, ma boule roulant, en roulant ma boule. Et puis le voyageur pousse des acclamations et des cris de joie lorsqu'il engage dans le coude de la rivière. Leur page rouge brille en plongeant et en sortant de l'eau bleu intisselant. Il y a 6 canons en provenance du nord et j'aperçois mon père assis dans l'une d'eux. Foule s'assemble pour accueillir le canot. Ma mère est là, mon père lui sourit puis se tourne vers Isabelle et moi, assis dans notre canot avec la mention. J'ai une bonne histoire à raconter ce soir, autre de fou de camp, mais je dois d'abord les aider à décharger les ballots de fureur qui en voyage de fin fond des territoires autochtones de loup, de rap musique, de chèvre, de renard, de bisson, de vison, mais aussi les plus importants de tout, du castor. J'ai pu seulement transporter un ballot à la fois. Il fait nuit, mais personne au fort du Nord. À l'intérieur de la grande salle, les femmes ont rejoint les hommes. Le violonneux joue un rire et le monsieur élégamment vêtu dansant avec les femmes de fort. Ma mère et mon père dansent aussi. Les gens dansent sur la place, les voyageurs dansent avec eux. Ils se racontent des histoires sur les livres rudes et les animaux sauvages, les longs portages et les rapides tubules. Ils se adonnent à des jeux. Ils sont heureux d'être ici après une si longue ivre et tant de dures journées. Et quand ils sont contents de célébrer le rendez-vous. Ma belle ceinture métisse flotte dans la brise. Je me mets aussi à danser. Au début, le néerlandais se réveille avec sa mère et sa sœur quand le soleil se lève sur Nana Bijou. Sa grand-mère a préparé leur déjeuner. Ils arrivent au Fort William. Il a vu la fumée de plusieurs petits feux qui montent au-dessus des tentes en toit de voyageurs. Les marchands ont rendez-vous à cette tombe. Le néerlandais et sa mère ont mis leur canot. Il n'a pas été assez fort pour porter les ballots de fureur, mais assez fort pour aider sa mère à manœuvrer leur canot. Ils travaillent au Fort William. Il a salué 2 voyageurs avec les pipes et leurs ceintures qui fléchaient flottant au vent. Son père a parti Fort William l'automne dernier avec son canot.
les hivers et l'enfer sur le monde. Plus tard, le narrateur arrive avec sa mère et sa sœur à la boulangerie et à la laiterie. Ils m'ont aidé à travailler. À la forge, le forgeron a travaillé fort et les voyageurs a travaillé pour la palissade de bois. Le narrateur, Isabelle et John vont aux îles Nanabijou. Quand le narrateur passe vers l'île, il décide de regarder le collet. Il aime sentir la terre autour d'eux et trouve un gros brun lièvre dans un collet. Il sent une tempête éclater. L'orage a brisé des arbres et fait de grandes vagues qui ont détruit un canot de voyageurs. Le narrateur voit un voyageur avec un chapeau de pois de castor. Il rampe au canot, mais l'eau a été froide et le narrateur a tombé un peu. Les autres canots attendent au large, remplis de personnes blessées. Ils sont incapables d'affronter les vagues pour rejoindre l'île. Le canot de narrateur est le seul à pouvoir encore avancer avant. Le voyageur qui portait son chapeau de poil de castor a complimenté le narrateur, et il a décrit le narrateur comme un jeune brave voyageur. Le narrateur a dit: nous avons un canot, il est l'abri dans le baie de l'autre côté de l'île. Nous pouvons vous amener au Fort William. Le vent était calme. Le narrateur a pagayé à l'avant du canot avec son livret. John et Isabelle, les dents pour pagayer, ils ont commencé à chanter une chanson de mer. Mais le narrateur a écouté un écho par d'autres voyageurs. Tous les voyageurs à sens et cris de joie. Une foule se rassemble pour accueillir les canots. Le narrateur aperçoit sa mère et son père, qui sourit, puis se tourne vers lui et Isabelle. Il a eu une histoire pour le camp, mais il a dû d'abord aider à décharger les valeurs des forêts des territoires autochtones. Son père a donné des cadeaux pour la famille. Il a dit: tu es grandi, mon petit voyageur. Je crois que tu auras besoin de ceci, de tout que prévaut. Et il a donné leur ceinture métisse. Que représentait le ceinture métisse dans le livre? Quel est le message principal de cette histoire? Pourquoi a-t-il décidé de faire ce voyage? Comment peut un narrateur devenir un meilleur voyageur? Pourquoi est-ce qu'ils ont été des travailleurs? Qu'est-ce que c'est le motif de la recherche? Qui est la voyageur avec leur chapeau de pois de castor? Quelle est sa signification? Est-ce que le père du narrateur est un pionnier?